Bonjour à tous. J'allais dire rebonjour pour ceux que j'ai vus la dernière fois. Donc on va passer à la deuxième couche. L'antisocial va-t-il détruire le modèle social français? Oui, s'il n'est pas arrêté, il va le faire. Brique par brique, c'est juste une question de temps et il ne va pas s'arrêter tout seul. Et vous avez vu l'amendement récemment en vue de modifier la Constitution. En loose day, tiens, si on enlevait sécurité sociale de la Constitution, ce qui enlève une protection constitutionnelle envers le modèle de sécurité sociale. Ça s'est vu malgré la Coupe du Monde et malgré la pause estivale. Donc ils ont fini par l'enlever en disant « Oh non, non, c'est une erreur ». N'oubliez jamais que dès que vous avez le dos tourné, ils sont capables de faire un truc pareil. N'oubliez jamais ça. Pendant que vous aviez le dos tourné, parce que le foot, parce que ceci, parce que cela, ils ont essayé d'enlever la sécu de la Constitution. N'oubliez jamais ça. Ils sont capables de faire ça. Donc, oui, et de plusieurs façons. Déjà, oui, en transformant des services publics en marché. Un service public, ça n'est pas l'économie de marché, c'est l'économie socialisée. Ce qui ne fonctionne pas de la même manière. Raison pour laquelle, soit dit en passant, s'interroger sur l'efficacité d'un service public en utilisant des critères de rentabilité ou d'équilibre financier, c'est complètement débile parce que ça, c'est l'évaluation de la performance dans le secteur privé. Ça ne fonctionne pas pareil. Donc, service public égale économie socialisée. C'est un bien commun qui est financé par, ça dépend lesquels, par des impôts, par des cotisations, par des tarifs d'ailleurs, qui peuvent être modulés selon les revenus des gens. On peut aussi s'interroger sur la gratuité à terme d'un certain nombre de choses, par exemple la gratuité des transports publics. Et donc la mission fondamentale du service public, c'est à ça que ça sert, c'est pas l'équilibre comptable. Ça sert pas à être en excédent, ça sert pas à être en équilibre non plus. Ça sert, comme son nom l'indique, à fournir un service au public. Plus précisément, fournir un service à tous, quand bien même vous n'en auriez pas les moyens. Le marché, l'économie de marché, ça sert à quoi? Ça sert, ce n'est pas une insulte, c'est un constat, ça sert à faire du profit. Et si on est dans des activités économiques qui nécessitent pour fonctionner d'avoir des grosses infrastructures, par exemple le train, par exemple les autoroutes, par exemple le système postal, etc., alors, par définition, vous allez être sur un marché où très peu de boîtes, très peu de grosses boîtes vont avoir la capacité de développer et d'entretenir les infrastructures nécessaires. Et donc, vous allez avoir automatiquement 4 ou 5 très gros acteurs, et le reste, ça comptera pour du beurre. En d'autres termes, on aura non pas un monopole, mais ce qu'on appelle un oligopole, c'est-à-dire une situation où un marché est confisqué par 4 ou 5 grands acteurs, qui d'ailleurs s'entendent à peu près sur la répartition des catégories de clientèle, les prix, etc. Vous voyez ce qui se passe dans la banque, vous voyez ce qui se passe dans la téléphonie. Et donc ça s'appelle un oligopole. Et vous voyez, c'est un peu comme une partie de Monopoly à 4 ou 5 joueurs, et donc on se partage le truc. Et c'est comme ça que ça fonctionne, si tant est qu'on soit sur des domaines où il y a besoin de grosses infrastructures. Or, à l'heure où je vous parle, un par un, nos services publics, ça ne vous aura pas échappé, sont transformés en marché. Donc on passe de l'un à l'autre. Alors, quelle est l'arme la plus importante, l'arme centrale pour le faire, pour transformer des services publics en marché? Eh bien, ce sont les traités européens. Le traité de fonctionnement de l'Union européenne, dans ses articles 101 à 110, vous explique qu'il est interdit aux États de laisser des entreprises en monopole, c'est-à-dire il y aurait un marché sur lequel il n'y a qu'une seule entreprise. C'est interdit. Et la Commission européenne est chargée de faire les réformes qui permettent de casser ces monopoles un par un pour les remplacer par quoi? Pas par un marché où il y a plein de concurrence, et comme il y a plein de concurrence, ça va être au bénéfice du consommateur et blablabla. Ça, c'est du baratin. Non. Comme ce sont des services publics qui nécessitent des grosses infrastructures, je vous le disais tout à l'heure, ça va être remplacé par 4 ou 5 grandes firmes qui vont se partager ça en oligopole. Et donc, depuis quelques années, depuis les années 90, on a systématiquement le même cirque qui se reproduit service public après service public. Vous avez un premier changement qui doit être immédiatement compris comme un signal d'alerte extrêmement grave, parce qu'on connaît la suite, c'est un mécanisme. On vous dit, on va faire un changement de statut juridique du service public. Ne vous inquiétez pas, c'est juste un changement technique, c'est un changement de sa statut juridique. On ne va pas du tout privatiser, qu'allez-vous imaginer là?
Bon. Et donc, ça devient une entreprise. Le changement de statut juridique, c'est ça. Ça devient une entreprise. Et là-dessus, la Commission européenne lance ce qu'elle appelle une ouverture à la concurrence. Encore une fois, ce n'est pas une ouverture à la concurrence, c'est une vente à la découpe du service public sous forme de marché à 4 ou 5 grosses boîtes. L'étape d'après, c'est qu'on vous dit « Ah bah c'est ballot, on a une entreprise toute seule en monopole. » Je vous rappelle que c'est eux qui l'ont changé en entreprise, hein, au coup d'avant. On a une entreprise qui est en situation de monopole. C'est interdit par les traités européens. Et donc, la Commission européenne nous tire l'oreille en disant il faut ouvrir à la concurrence, c'est-à-dire, encore une fois, le partager entre 4 ou 5 gros groupes qui vont juste se partager le gâteau. Et c'est parti. Vous aviez un service public. Vous avez ensuite une entreprise toute seule en service public, rebaptisée entreprise. Et maintenant, vous avez 4 ou 5 boîtes, dont une boîte publique qui, d'ailleurs, 9 fois sur 10, se retrouve privatisée ou transformée en entreprise privée dont l'État est actionnaire, mais vend petit à petit les actions. Regardez ce qui s'est passé avec le service public de la téléphonie. Boum France Télécom, boum Orange. Voyez ce qui se passe avec la Poste, voyez ce qui se passe avec la SNCF. Voyez ce qui va se passer, je vous le dis, on ne me croit pas quand je le dis. L'éducation nationale. Les rapports de l'OCDE, ça fait des années qu'ils parlent de marché éducatif. La suite du film est évidente, voyez, etc., etc. Donc, avant, si vous prenez un service public, avant, vous aviez une économie socialisée qui sert à donner un service pour tous. Après, vous avez un marché dans lequel vous avez accès au service si vous pouvez vous le payer. Donc, est-ce que ça démolit le modèle social français ? Il me semble bien que oui. Alors, est-ce qu'il y a démolition du modèle social français ? Oui, oui, en provoquant du chômage de masse et la multiplication des travailleurs précaires par millions. Alors, comment ils font ? Pareil, traité européen. L'harmonisation fiscale, c'est-à-dire mettre le même niveau d'impôt selon les catégories d'impôts et cotisations aussi, c'est-à-dire les prélèvements obligatoires. L'harmonisation fiscale dans l'Union européenne, c'est interdit. C'est interdit. Sauf dans un cas, je ne veux pas faire des fake news, hein, il y a un cas où c'est autorisé, si c'est pour faciliter la concurrence. C'est-à-dire en clair, baisser les impôts des riches et baisser les impôts des grandes firmes. Mais dans les autres cas, c'est interdit. Traité de fonctionnement de l'Union européenne, articles 113 et 115. Bien. Et l'harmonisation sociale. L'harmonisation sociale, c'est-à-dire tous ces gens qui arrivent la bouche en cœur à chaque élection européenne pour vous dire « Vous savez quoi, on a une grande idée, on va faire un SMIC européen ». Et après, ils vous disent non, mais vous êtes fous, vous voulez remettre en cause les traités européens, c'est mal parce que l'Europe c'est bien, etc. Mais on veut faire un SMIC européen. Vous entendez souvent ça, hein ? Bien, alors l'harmonisation sociale est interdite. C'est dans les traités européens aussi, article 153. C'est écrit dans un vocabulaire très compliqué, mais si vous lisez attentivement, c'est interdit. Or, pendant ce temps, une entreprise, elle, peut, parce que les traités européens l'autorisent et même le rendent obligatoire, elle peut s'installer où elle veut dans l'Union européenne. Ce qui lui permet donc de s'installer, je parle de domiciliation officielle, hein, une holding par exemple, elle peut s'installer là où la fiscalité est la plus intéressante, c'est-à-dire la plus basse pour elle. Par exemple aux Pays-Bas, par exemple en Irlande, etc. Elle peut produire où elle veut dans l'Union européenne, c'est-à-dire là où le droit social est le plus pourri de préférence. Elle peut faire appel à des travailleurs qui de toute façon ont le droit de circuler où ils veulent dans l'Union européenne en gardant même leur droit social pourri de pays d'origine. On a inventé donc le dumping social à domicile avec le système des travailleurs détachés. D'accord ? La boîte peut aussi sous-traiter où elle veut dans l'Union européenne. Donc ça lui permet à la fois de profiter du droit social le plus pourri et du droit fiscal local le plus avantageux. Donc là, c'est le double effet ski school. Et elle peut vendre où elle veut, quand bien même elle aurait utilisé donc des mécanismes de concurrence déloyale en utilisant du droit social pourri de tel pays, le droit fiscal le plus avantageux de tel autre, etc. etc. Vous voyez ? Donc, quand je mets tout ça bout à bout, alors je précise, excusez-moi, tout ce que je vous dis est dans les traités, j'insiste. Hein. La circulation des travailleurs illimitée, article 21 du traité de fonctionnement de l'Union européenne. La circulation illimitée des marchandises n'importe où dans l'Union européenne, c'est les articles 34 à 36. La libre installation des entreprises n'importe où, ce qui permet de faire de la concurrence déloyale, c'est les articles 49 à 55.
et vendre un service de n'importe où vers n'importe où, ce qui permet aussi les dumpings, c'est les articles 56 à 62. Je dis ça pour tous les gros malins qui réagissent quand on dit ces choses-là en disant « Non, non, c'est pas vrai, vous exagérez ». Allez voir les articles. Et donc, si vous mettez tout ça bout à bout, vous avez automatiquement, parce que c'est obligatoire du fait des traités, un gigantesque dumping social et fiscal dans toute l'Union européenne. Résultat, dans tous les pays de l'Union européenne, et j'insiste, il n'y a pas d'exception, soit vous avez du chômage de masse, soit vous avez des millions de travailleurs précaires, soit vous avez les deux. Et c'est avec un effet accélérateur qui est, oui, on a un droit social qui est tout à fait respectable, mais vous comprenez, le pays européen d'à côté, il est plus compétitif. On parle beaucoup de la montée en puissance de l'industrie chinoise. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais depuis des années, une délocalisation d'usines sur 2 en provenance de France, ce n'est pas vers la Chine, hein, c'est vers l'Europe de l'Est. Vous voyez, on a une espèce en termes de délocalisation, on a une sorte de Chine intérieure, pour reprendre une formule de mon maître Jedi Emmanuel Todd, c'est vous vous retrouvez avec une Chine intérieure qui est l'Europe de l'Est. Et donc, pour en revenir à notre modèle social, en France, si vous avez une montée en flèche du chômage de masse, provoquée, j'insiste, et une montée en flèche des situations de travail précaires, c'est-à-dire des salaires qui sont comprimés, écrasés, hein, eh bien, il n'y a pas assez de cotisations pour continuer à financer convenablement la protection sociale. Et donc, les mêmes élites vont arriver la bouche en cœur en vous disant « Ah bah c'est ballot, on a des vrais problèmes de déficit et de dette de notre système de protection sociale, c'est terrible, il faut tailler dans les dépenses. » Bah, gros malin, tu as mis en place des règles de fonctionnement économique de l'Union européenne qui font que le chômage et les travailleurs précaires montent en flèche, et c'est notamment pour ça qu'on arrive difficilement à boucler les budgets de la protection sociale. Et donc vous vous retrouvez avec des problèmes de financement de notre système de santé, de notre système de retraite, de notre assurance chômage, etc. Tout ça se tient. Hein. L'adversaire est méchant, il n'est pas stupide. Alors, est-ce que l'antisocial détruit notre modèle social en France ? Oui, en rendant l'austérité budgétaire obligatoire. Le traité budgétaire européen de 2012, qui est un traité à part des traités fondamentaux, il vous dit que la dette doit être à 60% du PIB et que le déficit doit être à 3% du PIB. Alors, c'est complètement débile. Pourquoi c'est complètement débile ? Parce que la logique de rembourser la dette grâce à l'austérité ne tient pas debout. Ça se démontre assez facilement. Imaginez, prenons cette démarche au sérieux. Imaginez que grâce à une austérité super violente, on arrive à avoir un budget qui soit excédentaire de 1% du PIB. Notre dette publique, elle est à 98% du PIB. Donc à la louche, en essayant de rembourser la dette par l'austérité budgétaire, ça nous prendrait à peu près 100 ans. 100 ans d'austérité. Qui peut croire sérieusement qu'on va le faire ? Donc, ça se prouve assez simplement. C'est du niveau des médecins de Molière, vous savez, la saignée à tout bout de champ. Je vais vous faire une bonne saignée et vous irez mieux. Là, on vous promet 100 ans de saignée budgétaire. Ces gens-là sont des charlatans. Alors, il y a des économistes dans la salle, donc je le précise, quand je dis 100 ans, je ne rentre pas dans les détails pour ne pas être trop technique, mais c'est bien sûr avec certaines hypothèses de croissance, et c'est bien sûr avec des hypothèses qui peuvent varier sur le temps long de la perspective historique, et donc ça peut aussi bien être 70 ans, mais ça n'invalide pas mon argument. Alors, un exemple d'impact concret de cette façon de faire par l'austérité budgétaire. Je vais vous prendre l'exemple des hôpitaux. Avant, les hôpitaux, leur priorité, parce que c'est le service public de santé, leur priorité, c'était soigner les gens. Et comme on mettait vraiment une dépense à la hauteur du défi, et c'est l'honneur de la France d'avoir fait ça pendant des années, eh bien, au début des années 2000, l'Organisation mondiale de la santé vous explique que le meilleur système de santé du monde, c'est en France. Voilà. Ça, c'est avant. Après, eh bien, la priorité devient la baisse des dépenses. La baisse des dépenses avec des saloperies comme la T2A, la tarification à l'activité. J'y reviens pas, je l'ai expliqué la dernière fois.
Vous vous retrouvez avec un personnel soignant qui, pour augmenter les cadences afin de pouvoir vraiment compresser au maximum les coûts, vous vous retrouvez avec un personnel soignant dont un tiers est en risque de burn-out. C'est des rapports officiels, ce que je vous dis, ce n'est pas des estimations qui sortent de nulle part. Et dans les années 2010, l'Organisation mondiale de la santé vous dit que la France n'est plus le meilleur système de santé du monde. Maintenant, ils sont 15e. Donc bravo les gars, encore bravo, au nom d'une austérité budgétaire qui, je vous le rappelle, n'arrivera jamais à rembourser la dette publique, alors que l'argument, on l'a tous entendu, c'est parce que la dette. Bien. Est-ce que l'antisocial est en train de démolir le modèle social français? Oui. En remplaçant petit à petit l'économie socialisée par le secteur privé. Vous avez quelque chose qui fonctionne en économie socialisée et vous le remplacez par le secteur privé. Alors, il est rare qu'ils le fassent en disant voilà, on ferme et puis maintenant c'est le secteur privé. Vous voyez, ça réagirait trop vite. Donc ce qu'on fait, c'est que on se débrouille pour assécher de plus en plus le financement de l'économie socialisée et pendant ce temps-là, on soutient par d'autres mécanismes le développement du secteur privé pour le remplacer. Vous voyez ? Si vous pouvez, vous le payez. Donc on passe d'une économie socialisée, service pour tous, à un secteur privé qui se développe en remplacement de plus en plus, et lui, c'est le modèle, chacun pour soi, si tu peux te le payer. Si tu peux te le payer. Je vais vous prendre à nouveau un exemple, les retraites. Alors, c'est basé sur un mensonge, ce qui est en train d'être fait, c'est le « on vit plus longtemps, donc il faut travailler plus longtemps ». C'est l'argument massu. Vous l'avez tous entendu, cet argument. Alors cet argument est bidon, pourquoi? Parce qu'à l'heure où je vous parle, l'âge moyen de départ à la retraite, en France, c'est 58 ans. 58 ans. Notamment parce qu'il y a des gens qui n'en peuvent plus. Il y a des gens, ça va, mais ils ont bien gagné leur vie, ils ont suffisamment, ils voient qu'au niveau de, même en n'atteignant pas le taux plein, ça va aller, et ils ont une petite épargne à côté, donc ils décident de s'arrêter. Et puis il y a tous ceux qui sont chômeurs seniors, et qui à un moment décident que l'un dans l'autre, comme maintenant je suis chômeur en fin de droit, je vais passer du RSA à une retraite de merde. Mais ça va aller un peu moins mal, même pas un peu mieux. Et donc l'âge moyen de départ à la retraite, c'est déjà 58 ans. Donc quand on vous dit on vit plus longtemps, donc il faut travailler plus longtemps, la retraite là maintenant c'est 62 ans, et on ne va pas déjà à 62 ans en moyenne. Donc c'est bidon. C'est bidon. Si vous savez ça, que cet argument est bidon, dans ce cas-là, retarder l'âge légal de départ à la retraite et alourdir la masse de travail à accumuler au fil des ans pour avoir droit au taux plein. Puisque déjà, en moyenne, nous n'atteignons pas cette borne. Ça ne sert pas à nous faire travailler plus longtemps, on est d'accord. Mais dans ce cas-là, ça sert à quoi? Voilà, exactement, je l'ai entendu, il y en a plusieurs qui l'ont dit à l'instant, ça sert simplement à faire baisser vos retraites, nos retraites. Voilà, donc la prochaine fois qu'on vous dit, vous savez, avec l'air très sérieux sur les plateaux, vous savez, avec un air très inspiré, attention, je vais dire quelque chose de profond, vous savez, avec l'augmentation de l'espérance de vie, voilà, donc c'est on vit plus longtemps, donc il faut travailler plus longtemps. Donc menteur, ça sert juste à baisser les retraites, en particulier baisser les retraites de ceux qui vont vraiment pas du tout, et de loin, atteindre la quille, comme on dit. Et c'est qui? C'est les chômeurs seniors, c'est les pauvres, et c'est les femmes. Donc vous imaginez une femme quinquagénaire au chômage pauvre, elle, c'est triple peine. Pendant ce temps-là, il vous aura peut-être échappé qu'on a de plus en plus, depuis les années 2000, c'est grâce à messieurs Fillon et Wörth notamment, des dispositifs d'exonération fiscale. Oui, parce que la dette est un problème et c'est absolument prioritaire de la rembourser, mais on vous fait des dispositifs d'exonération fiscale. Allez chercher la cohérence. Donc c'est la preuve que cet argument est bidon, l'argument de la dette. Sinon, ils ne multiplieraient pas les dispositifs d'exonération fiscale, puisque ça fait baisser les recettes publiques. Mais donc, ils font des exonérations fiscales, pourquoi? Pour l'épargne retraite privée. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais nos impôts à tous, à l'heure actuelle, servent à subventionner, sous forme d'exonération d'impôts, l'épargne retraite privée. C'est-à-dire l'offre privée fondée sur le chacun pour soi. C'est-à-dire la retraite par épargne privée pour ceux qui peuvent se la payer. Donc, petit à petit, de facto, on est en train de nous faire évoluer le système des retraites, parce que la dette, vers
un RSA vieux, on ne l'appelle pas comme ça, mais en fait c'est ça. 2, des retraites publiques qui sont à un niveau satisfaisant pour les classes moyennes supérieures, parce que leurs cotisations accumulées dans ce système-là, pour eux, ça va. Et puis les retraites privées pour tous ceux qui peuvent se les payer. C'est ça ce qui est en train de devenir notre système de retraite. Et leurs fameux, là, ils vont peut-être aller au bout de leur logique des comptes notionnels. Personne ne comprend ce que c'est, mais en fait, c'est simple. Ils disent, on va copier le système suédois, les retraites par compte notionnel avec des points, etc. etc. C'est assez simple. Hein. Vos cotisations payent l'achat de points. Et puis quand, à un moment donné, vous allez choisir, je mets des guillemets à choisir, hein, on l'a compris, de liquider vos droits à la retraite. Et donc, on va calculer à partir du nombre de points. Et là, il y a 2 éléments qui rentrent dans le calcul. Un, la valeur du point, qui est celle au moment où vous prenez la quille. Hein. Donc ça peut être n'importe quoi. Vous avez une incertitude totale sur ce que sera votre retraite. Et il y a un deuxième élément de calcul qui est authentiquement dégueulasse, et ça, ils n'en parlent pas trop, c'est l'autre paramètre, c'est l'espérance de vie de votre génération. En clair, plus votre génération va vivre vieux, plus pour que les comptes restent à l'équilibre, il faut qu'on baisse votre droit à la retraite. Hein ? Moralité, ils vont vous punir de vivre vieux, financièrement. C'est ça qui se prépare. Hein. Alors, 5e façon de démolir le modèle social français, de manière plus barbare, en taillant directement dans les aides sociales, parce que ces salauds de pauvres nous coûtent trop cher. Comme vous le savez, ça coûte un pognon de dingue et ça ne marche pas. Alors, fake news. Heureusement, il y a une loi qui va bientôt empêcher les fake news. Donc celui qui a dit que c'est un pognon de dingue et que ça ne marche pas, il pourra être sanctionné. Donc c'est faux. Alternative économique nous l'a rappelé, chiffre à l'appui, source à l'appui encore récemment. Avec les aides sociales, on est à 14% de la population qui est en état de pauvreté. Ce qui est déjà trop. Hein. Mais sans les aides sociales, ce serait 24%. Donc l'utilité, l'indispensabilité des aides sociales, elle est avérée. Et on vous dit aussi, ah mais vous comprenez, et attention, il faut être attentif à ce vocabulaire. On vous dit, les aides sociales, vous comprenez, ça ne va pas parce que ça éloigne les gens de l'emploi. Alors comme d'habitude, hein, l'euphémisme, la périphrase, etc. Si je traduis ça de manière brutale, qu'est-ce qu'ils sont en train de vous dire ? Que quand on donne des aides sociales aux gens, ça les transforme en assistés chômeurs volontaires. Ce qui est un argument bidon. Pourquoi cet argument est bidon ? Parce que si je prends l'estimation la plus haute disponible de Pôle emploi, il y aurait à dire sur cette estimation, mais si je prends la plus haute, il y a combien de postes vacants parce qu'on ne trouve pas preneur dans ce pays ? 300 000. 300 000. En vrai, c'est 120 000, mais je ne rentre pas dans les détails. Il y a combien de chômeurs dans ce pays ? Je compte ceux qui arrivent à bosser péniblement 2 heures dans le mois. 5 600 000. Donc, même si magiquement tous les postes pas pourvus étaient d'un coup pourvus, ce qui serait une réussite, j'en conviens, eh bien, largement plus de 95% des chômeurs resteraient au chômage. 98% si je prends l'estimation à 120 000. Donc, l'argument de l'assisté qui est chômeur volontaire, par définition, ne tient pas debout. Les gens qui sont au chômage, ce n'est pas parce qu'ils en ont envie. Les gens qui sont au chômage, c'est parce qu'il n'y a pas assez de boulot pour tout le monde. Vous voyez ? Notamment du fait des traités européens qui organisent un dumping social qui fait qu'il vaut mieux utiliser un sous-traitant en Hongrie ou un travailleur détaché. C'est fait exprès. Vous savez pourquoi c'est fait exprès d'ailleurs, le chômage de masse ? Oui, le chômage de masse dans ce système-là n'est pas un accident. Ce n'est pas une conséquence involontaire du système. Le chômage de masse, c'est fait exprès parce que tant qu'il y a du chômage de masse, tout le monde ferme sa gueule. C'est ça la vérité. Tu veux une augmentation de salaire, ta gueule, il y a du chômage de masse. Il y a un problème de harcèlement sexuel sur les femmes au travail, tu portes pas plainte. Pourquoi ? Il y a eu des enquêtes là-dessus, on a des sondages là-dessus. Le motif numéro 1 des femmes au travail pour ne pas porter plainte en cas de harcèlement sexuel, c'est la peur d'être virée parce qu'il y a le chômage. Donc il faudra expliquer à ceux qui nous disent que la défense des droits des femmes est la grande priorité politique du moment, que le fait de faire des politiques qui aggravent la situation de chômage de masse, eh bien ça aggrave le problème mécaniquement du harcèlement sexuel en entreprise.
Et donc, cette argumentation que je viens de citer entraîne le fait de tailler des milliards dans les aides sociales. Ce n'est pas juste un projet, ça a déjà commencé. Les APL, le coup d'avant, on pouvait dire la mesure a été prise, décidée sous François Hollande. Admettons, tu pouvais la remettre en cause, mais admettons, c'est vrai que c'est pas toi, c'est celui d'avant. Oui, mais ce coup-ci, là, il y a eu une autre décision qui a été prise fin 2017, vous êtes au courant maintenant, c'est sorti, c'est que le coût de la vie augmente, ça c'est l'inflation, et pendant ce temps-là, les APL, elles sont bloquées. Et donc, si les prix montent mais que vos APL ne bougent pas, vous vous appauvrissez. Par exemple, pour une famille pauvre à 3 enfants, ça représente sur une année une perte d'argent de 108 euros. Et il faut bien comprendre que quand on sait avec combien survit une famille pauvre, 108 euros sur une année, je suis désolé, c'est énorme. Il y a des gens, ça ne vous aura pas échappé, qui manifestement ne s'en rendent pas compte. Peut-être parce qu'ils ne font pas partie de la France qui a des débuts de mois difficiles. Puisqu'à l'heure actuelle, ce qui se passe politiquement dans ce pays, c'est que la France des riches et la France des épargnants se sont coalisés pour faire une guerre sociale sans relâche à la France qui a des fins de mois difficiles et à la France qui a des débuts de mois difficiles. Ce qui se passe, c'est aussi simple que ça. Alors, dernière grande méthode de destruction du modèle social français, la redistribution des richesses. À l'envers, hein. À l'envers, bien sûr. Qu'est-ce qu'un impôt juste ? Un impôt juste, c'est un impôt qui, plus tu gagnes, plus on tape fort. Pourquoi ? Parce que si je prends le cas, le cas extrême de quelqu'un qui est vraiment très très pauvre, un clochard, et si je prends quelqu'un qui est riche à milliards, on est bien d'accord que si je prends 10% de ton revenu, l'un qui fait la manche et l'autre qui pille l'économie française, notamment par les dividendes délirants où on est vraiment champion du monde pour le coup. On est bien d'accord que si je te prends 10% de ton revenu dans un cas et 10% dans l'autre, il y en a un des deux à qui ça fait beaucoup plus mal parce qu'on entame directement son niveau de vie en consommation, alors que l'autre, on a juste entamé son épargne. Vous voyez ? Raison pour laquelle l'impôt juste, c'est celui qui est progressif, c'est-à-dire que le pourcentage, au final, que je prélève sur ton revenu augmente quand tu t'enrichis. Et quel est l'impôt le plus injuste ? Par définition, c'est celui pour lequel, plus tu es pauvre, plus le pourcentage que je te prends sur ton revenu augmente. Ça, c'est l'injustice totale, on est d'accord. Et l'injustice entre les deux, c'est, quel que soit ton niveau de richesse, je prends à tout le monde le même pourcentage. Donc, vous avez vu, il y a progressif, c'est un impôt juste. Proportionnel, c'est un impôt injuste. Dégressif, avec le revenu, c'est un impôt extrêmement injuste. D'accord ? Alors, je vous prends 3 exemples. L'impôt sur le revenu est un impôt juste. Pourquoi ? Parce qu'il est progressif. La CSG est un impôt injuste. Pourquoi ? Parce qu'elle est proportionnelle. Et la TVA est un impôt injuste. Pourquoi ? Parce qu'elle est dégressive. On vous dit la TVA est proportionnelle parce qu'elle est proportionnelle à votre consommation. Pour comparer ce qui est comparable entre différents impôts, il faut tout comparer sous l'angle qu'est-ce que ça me prend sur mon revenu. Or, on est bien d'accord que le poids de la consommation, il est quasi total chez les très pauvres dans votre revenu. Et il pèse rien dans le revenu des très riches. On est d'accord ? Par conséquent, la TVA prend une part énorme du revenu des pauvres et elle prend une part quasi nulle du revenu des très riches. Par conséquent, la TVA est un impôt dégressif avec le revenu. On est d'accord ? Bien. À quoi assiste-t-on depuis des années et c'est en train de s'accélérer ? Les impôts progressifs, impôt sur le revenu, impôt sur la fortune, sont rendus de moins en moins progressifs. Par exemple, l'ISF, il y en a toute une partie qui a carrément sauté. Par exemple, l'impôt sur le revenu, il y a de moins en moins de tranches, et donc c'est de moins en moins progressif. Et pendant ce temps-là, quels sont les impôts qui augmentent ? Les impôts injustes. La CSG, qui est un impôt proportionnel, et la TVA, qui est un impôt dégressif avec le revenu. Et donc on assiste petit à petit à une redistribution des richesses à l'envers. C'est-à-dire que l'évolution du système fiscal fait partir des chèques monumentaux à des gens qui sont déjà riches, et elle entame de plus en plus le niveau de vie directement, même pas l'épargne puisqu'ils n'en ont pas, des plus pauvres. C'est ça qui est en train de se passer. Alors face à tout ça,
face à cette démolition protéiforme du modèle social français, que faire? Un coup de balai, sous deux formes, le coup de balai européen et le coup de balai français. Alors, concernant le coup de balai européen, la priorité, c'est la remise en cause, pure et simple, des traités européens dont je viens de vous décrire qu'ils rendent obligatoires des politiques antisociales. Alors, il y a un grand débat politique et intellectuel parmi tous ceux qui estiment qu'il faut remettre en cause ces traités, c'est sur la stratégie pour le faire. Alors moi, étant membre de la France Insoumise, j'adhère à notre proposition de plan A, plan B. Mais j'ai constaté ces derniers temps que beaucoup de gens, en fait, ne savent pas vraiment ce que c'est. Et j'entends beaucoup d'explications de plan A, plan B ou de résumés, que ce soit pour le défendre ou pour le critiquer, qui ne décrivent pas ce que c'est. Donc je vais vous le résumer. L'Union européenne n'est pas un État fédéral. Ce n'est pas un super-État au-dessus des États membres. Ce n'est pas vrai. L'Union européenne, c'est une organisation internationale, comme l'UNESCO, par exemple. La preuve, l'Union européenne est fondée sur des traités entre États. Et donc, la seule raison pour laquelle les États membres de l'Union européenne, qui eux sont tous souverains, ils ont la souveraineté nationale. La seule raison pour laquelle les États membres de l'Union européenne obéissent aux règles européennes, c'est parce que eux, États souverains, ont accepté de le faire en signant les traités européens. D'accord ? Mais une fois qu'on sait ça et qu'on garde ça à l'esprit, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, je sais que ça paraît dingue, ça veut dire que désobéir aux traités européens, c'est légal. Pourquoi? Parce que si je suis resté un État souverain, d'abord j'ai le droit de sortir des traités européens, c'est-à-dire je dis écoutez les gars, ça ne me va plus, je me casse. C'est par exemple le Brexit qui est en cours. Vous voyez? C'est légal. Bon. État souverain, j'ai signé un traité, je sors du traité. Voilà. Mais aussi, et ça c'est moins connu, je peux aussi sortir d'une partie des traités. C'est déjà le cas à l'heure où je vous parle, il y a des pays qui le font. Ce n'est pas une hypothèse théorique, c'est en train d'être fait, d'être appliqué à l'heure où je vous parle. Ça s'appelle une option de retrait, un opt-out. Je vous prends deux exemples. L'Irlande. L'Irlande n'est pas membre de l'espace Schengen de libre circulation des habitants de l'Union européenne. Schengen, dans les traités de l'Union européenne, ce n'est pas une option, hein. Ce n'est pas à la carte. Vous êtes membre de l'Union européenne, vous êtes membre de Schengen, point. Et l'Irlande a dit non, moi ça je ne prends pas. Eh bien, il n'y a pas de problème. L'Irlande n'est pas dans Schengen, c'est une option de retrait. Autre exemple, mon préféré, la Suède. La Suède, comme tous les autres membres de l'Union européenne, ayant signé les traités européens, elle devait adopter l'euro. L'euro, je vous invite à vérifier dans les traités, l'euro n'est pas une option. Quand vous êtes membre de l'Union européenne, vous devez adopter l'euro, l'union monétaire, etc. Et la Suède, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle ne l'avait toujours pas fait en 2003 et elle a décidé de faire un référendum. Elle a consulté la population suédoise, est-ce que vous voulez qu'on adopte l'euro? La population suédoise a répondu non. Et là, je l'évoquais déjà la dernière fois que je suis venu, les autorités suédoises ont fait un truc absolument dingue pour nous, Français. Comme les Suédois avaient voté non, les autorités suédoises ont dit on est désolé, le peuple souverain a dit non, donc on ne va pas le faire. Voilà. Et là, la riposte a été foudroyante. Foudroyante. Il y a eu les pluies de sauterelles, les fleuves se sont transformés en sang, etc. Non. En vrai, ce qui s'est passé, c'est que la Commission européenne, tenez-vous bien, elle en a pris acte. Voilà, c'est tout. C'est tout ce qui s'est passé. Et donc, ceci pour vous dire, l'option de retrait, c'est parfaitement possible. La France et d'autres pays peuvent parfaitement dire, voilà les règles avec lesquelles on est tellement en désaccord qu'on a décidé de faire une option de retrait. On ne les appliquera plus. Et c'est ma décision souveraine. Voilà. Au fait, il y a une troisième façon, je ne la recommande pas parce qu'elle est crade, parce que là, pour le coup, c'est dans l'illégalité. Mais il y a une troisième façon qui existe, c'est je ne fais pas d'option de retrait, simplement il y a une règle qui existe, je sais qu'elle existe, et je lui désobéis. Ça existe, hein. Il y en a qui le font, par exemple l'Allemagne.
L'Allemagne désobéit aux traités européens, vous ne le saviez pas? J'en vois qui me font des grands yeux. Vous ne saviez pas que l'Allemagne désobéit aux traités européens? L'Allemagne a des excédents commerciaux colossaux, à cause de sa politique de dumping social notamment. Elle a des excédents commerciaux colossaux à l'intérieur de l'Union européenne avec ses partenaires européens. C'est interdit. C'est interdit par les traités européens. Quand vous êtes un pays membre de l'Union européenne, vous n'avez pas le droit d'avoir des énormes excédents commerciaux vis-à-vis de vos partenaires européens, parce que ça déséquilibre le marché unique. C'est interdit. Ben, l'Allemagne n'en a rien à cirer. L'Allemagne chie sur les traités européens et personne ne la sanctionne. Donc, puisque l'Allemagne elle-même, soi-disant grand modèle, puisque l'Allemagne elle-même désobéit aux traités européens, il me semble que tous ceux qui nous disent que c'est absolument impossible et que si on fait ça, on va tous brûler en enfer, devraient y réfléchir à deux fois. Voilà. Toujours est-il que, tout cela rappelé, la proposition de la France Insoumise en la matière, et elle est toujours dans l'Avenir en commun, et elle est toujours portée par la France Insoumise, notamment à l'approche des élections européennes, c'est la proposition plan A, plan B. Plan A. Alors je précise, c'est pas au Parlement européen qu'on fait ça. Hein. Plan A, plan B, c'est déclenché quand on obtient le pouvoir au niveau du gouvernement français. C'est en tant qu'État membre que vous le déclenchez. Et donc, plan A, la France et tous les autres pays qui veulent, on est tout à fait ouvert. La France et tous les autres pays qui veulent ont fait une option de retrait, généreuse l'option de retrait, sur toutes les règles antisociales et anti-écologiques des traités européens. On ne les applique plus. Option de retrait. Et en même temps, on entame des négociations avec tous les partenaires européens pour changer les traités européens. Ça, c'est le plan A. Et si ça ne marche pas, la renégociation, plan B, on sort des traités européens. Voilà, plan A, plan B, c'est ça. C'est pas autre chose, et c'est toujours sur la table. Je précise aussi, pour mettre les pieds dans le plat, hein, comme ça c'est fait, il y a un certain nombre de gens qui croient, ou qui veulent faire croire, que non, mais le plan B, c'est du bluff. Ce qu'on veut vraiment, c'est le plan A. Et puis, il y en a d'autres qui vous disent le contraire. C'est non, mais la France Insoumise, elle propose un plan A, mais en vrai, ce qu'elle veut, c'est le plan B. Ben, c'est pas vrai. La France Insoumise défend sérieusement l'articulation plan A, plan B. L'option plan A est une option sérieuse. L'option plan B aussi. Le plan A n'est pas du bluff, le plan B non plus. Pourquoi? Pourquoi ce choix politique? Pour une raison très simple. On ne va pas se mentir, dans la grande famille vraiment progressiste. Hein, je dis vraiment progressiste, suivez mon regard. Hein. Bon. Dans la grande famille vraiment progressiste, il y a des gens qui pensent que le plan A peut marcher et qui veulent le plan A. Et ils sont sincères. Mais il y a aussi des gens qui pensent que le plan A ne peut pas marcher et que ce qu'il faut, c'est le plan B. On a les deux cas. Hein. Discutez autour de vous entre gens qui ne veulent pas de l'Union européenne parce qu'il y a ces traités-là dégueulasses, antisociaux et anti-écologiques. Discutez sur comment on s'y prend, vous allez voir assez vite. Hein. Il y a des gens qui pensent sincèrement que le plan A, ça peut marcher et que c'est ça qu'il faut. Et puis il y en a qui pensent sincèrement que ça ne peut pas marcher, qu'il faut le plan B et que c'est ça qu'il faut et que c'est ça qui va marcher. Et donc, par définition, la seule façon intelligente d'unir toutes les forces vraiment progressistes pour rompre avec ces traités européens antisociaux et anti-écologiques, c'est l'articulation plan A, plan B. D'ailleurs, il y a quelque chose de profondément soudé, il y a quelque chose de l'ordre de l'union des forces, qui est que parmi nous, ceux qui préfèrent le plan A, ils acceptent que si ça ne marche pas, ce truc auquel ils croient, ben on passe au plan B. Et ceux qui veulent le plan B, ils acceptent qu'on essaye d'abord le plan A. Vous voyez? Et donc, il faut sortir du truc, vous savez, avec le faux clin d'œil, le sourire en coin, le plan, alors A ou B, ça dépend des gens, en fait c'est du bluff. Non, non, l'articulation politique plan A, plan B est la seule, je vous invite à essayer de voir comment on pourrait faire autrement, l'articulation plan A, plan B est la seule façon intelligente d'unir toutes les forces progressistes contre des traités européens qui, eux, quand on a nos idées, sont totalement inacceptables. Hein. Alors, pour conclure, il y a les traités, donc plan A, plan B, ça c'est le coup de balai européen, mais il y a aussi le coup de balai en France,
Alors vis-à-vis d'élites politiques qui ont à peu près échoué en long, en large et en travers, puisque chômage de masse, puisque aggravation de la précarité, puisque démolition de nos services publics, enfin bref, leur œuvre est une œuvre de destruction depuis 30 ans. Il s'agit, eux, de les dégager par les urnes. C'est ce qu'on appelle la révolution citoyenne, la révolution par les urnes. Et donc, le changement d'institution, la constituante. Vis-à-vis des élites économiques, qui, elles, sont dans une attitude de prédation, puisqu'encore une fois, on est en train de se faire siphonner par une prédation de dividendes qui est record du monde. Eh bien, il s'agit de passer d'une économie de prédation à une économie sociale et solidaire, au sens où ce qu'on appelle l'économie sociale et solidaire serait dominant avec les services publics par rapport à l'économie purement secteur privé, secteur marchand. Il y a des choses à faire du côté des médias. S'il y a une question du public là-dessus, j'y reviendrai pour ne pas être trop long, mais il y a quelque chose à faire sur la transformation des médias, parce que les élites médiatiques, il y a vraiment un problème de propagande antisociale depuis quelques années, et ça s'accélère et ça s'aggrave. Et enfin, je pense qu'il faut se poser la question de la remise en cause du système français des grandes écoles, HEC, Sciences Po, etc., qui ont quand même formé une pensée unique qui ensuite colonise les élites administratives, économiques et politiques du pays en mode « il n'y a pas d'alternative ». Et donc je me demande s'il ne faudrait pas leur couper leur financement public pour l'orienter intégralement vers les universités, ce qui permettrait de foutre à la poubelle Parcoursup. Je vous remercie.